Donc nous invitons à une rencontre avec Mathieu Pot-Bonneville et Marie Connet, qui est modérée par Catherine Portevin, sur cette question de recommencer. Voilà, dans une série de débats sur le thème de réinventer le monde, on a eu déjà beaucoup de rencontres sur ce que c'est qu'inventer le monde ou inventer des mondes. Là, on va parler du qu'est-ce que ça veut dire réinventer le monde? Peut-on jamais ne faire que le réinventer, puisque l'invention ne peut se faire qu'à partir d'un monde qui est déjà là. Reprendre, repriser, réparer, redémarrer, rebondir, renaître, refonder, revisiter, réenchanter, repenser, réécrire, relire, revenir, retourner, répéter, repartir du bon pied, repartir au combat, repartir de zéro, remettre à neuf ou sur les rails, ou bien remettre ça et ça recommence. Il y a dans ces un air d'époque ambivalent qui traverse tous les mouvements sociaux et politiques, mais qui nous traverse aussi chacun d'entre nous. Il y a les qui vont vers le repli, vers la nostalgie des aubes passées. Il y a les en boucle, ritournelles du temps cyclique, du rien de nouveau sous le soleil. Il y a les volontaristes de la pensée positive, de l'adaptation au changement tel qu'il se présente. Il y a les messianiques qui croient au surgissement de l'imprévu. Il y a aussi les des persévérants qui se demandent comment agir dans un monde incertain, de quels échecs il faut se relever, de quels doutes il faut se nourrir, et de quelle expérience, et de quelle mémoire, et de quel désir, et de quelle énergie éléphantesque, comme le dit Marie Connet. Tel est le recommencement, et c'est en somme le contraire du renoncement. Et nous avons donc ici deux persévérants, qui s'appellent eux-mêmes deux laborieux, une écrivaine, un philosophe. Entre eux, la discussion ne fait que recommencer. Elle a peut-être commencer à propos de recommencer, le livre de Mathieu Pot-Bonneville, et elle ne fait que continuer, et elle ne cesse pas entre vous, puisque d'ailleurs l'année prochaine vous co-signerez un livre qui s'appelle Voir venir, qui est le fruit de cette discussion ininterrompue autour du recommencement. Alors je vous présente un peu mieux mes deux invités. D'abord donc Mathieu Pot-Bonneville, philosophe. Vous avez été je signale que vous avez été enseignant, parce que je pense que c'est une dimension de votre travail qui est très importante. Enseignant au lycée de Montreuil, en prépa, aussi maître de conférence à l'ENS de Lyon. Vous dirigez le pôle Idées et Savoir à l'Institut français. Vous êtes un spécialiste de Foucault et vous avez cofondé la revue Vacarme. Dans votre production, vous avez bien sûr des livres sur Foucault, et j'avais souligné que, à part ce petit livre très dense, recommencé, paru chez Verdier cette année, vous aviez aussi écrit un livre qui s'appelait Amorce, qui était peut-être l'amorce du recommencement aux prairies ordinaires. Et Marie Connet, vous êtes écrivaine, agrégée de lettres classiques, que vous avez enseigné de nombreuses années en collège à Bayonne. Vous êtes aussi traductrice, et ça n'est pas sans importance, de textes anciens. Vous venez d'ailleurs de publier une traduction très remarquée des Métamorphoses d'Ovide aux éditions de l'Ogre. Et vous vivez au Pays Basque, pays de frontières et de passage et de mélange. Vous êtes engagé depuis longtemps auprès de la CIMAD, notamment dans la fraternité avec le E de cette CIMAD, c'est-à-dire les évacués, les exilés, les étrangers, les expulsés. Et vous tenez aussi un blog sur Mediapart. Alors c'est peut-être d'ailleurs avec Ovide que nous pouvons commencer. En préparant cette rencontre, j'ai retrouvé votre traduction, Marie, d'un extrait du livre 1 de l'histoire de Deucalion et Pyrrha. Et voilà ce qui se passe. Deucalion et Pyrrha, qui sont les seuls humains qui peuvent
réinventer le monde, refonder peut-être une nouvelle humanité après le déluge qui a été déclenché par les dieux sur le monde. Et voilà ce que vous écrivez après Ovide. Le monde est revenu quand il le voit vide, quand il voit les terres désolées faire un profond silence. Deucalion, avec les larmes, dit à Pyrrha: ô ma sœur, ô ma femme, ô unique survivante, toi à qui une même famille, l'origine de nos pères, puis le mariage m'ont uni. Maintenant, les dangers nous unissent. Des terres que voient le couchant et le levant, nous restons le seul peuple. La mer possède le reste. Nous ne pouvons pas encore nous fier à la vie avec certitude. Encore les nuées terrorisent ma pensée. Si sans moi tu avais été arrachée à la mort, malheureuse, comment ferais-tu ? Comment, seule, supporterais-tu la peur ? Qui consolerait ta souffrance ? Moi, crois-moi, si l'océan te prenait, je te suivrais, ma femme, et l'océan me prendrait. Oh, si je pouvais refaire des peuples avec l'art de mon père et verser les âmes dans la terre façonnée. Maintenant, le genre humain, c'est nous deux. Ainsi l'ont voulu les dieux, nous restons seuls échantillons des hommes. Il dit, et tous les deux pleurent. Voilà comment la métamorphose. Est-ce que vous pourriez déjà peut-être dire en quoi il y a quelque chose du recommencement dans la métamorphose? Oui. Alors d'abord sur Deucalion et Pyrrha, quand en effet ils sont seuls au monde, survivants après le déluge, et qui sont comme l'un pour l'autre les seuls survivants. La suite est vraiment intéressante par rapport au recommencement, parce que pour qu'un avenir ait lieu, pour créer le nouveau peuple qu'ils veulent créer, la chose qu'ils vont devoir faire, selon l'oracle qui leur a été prescrit, c'est de ramasser les eaux de la terre, c'est-à-dire, on leur dit, les eaux de la vieille mer. Alors, ils trouvent ça fait impossible de prendre les eaux de leur vieille grand-mère ou de leur vieille mère. Ils comprennent que c'est une image pour dire les pierres, en fait, des pierres. Donc, ils vont prendre des pierres et ils vont les jeter derrière eux. Donc, ils vont prendre quelque chose d'inanimé, ils les jettent derrière eux. Et en fait, c'est ça qui va permettre qu'il y ait un devant. C'est pas ce qu'ils vont jeter derrière. C'est de l'inanimé qui est jeté dans le passé, qui va devenir de l'animé au futur. Alors, je crois que c'était l'exemple parfait. Mathieu, comment vous l'entendez aussi, cette métamorphose? On y est en plein. C'est-à-dire que cet enjeu du recommencement, quand j'ai tenté de l'aborder en philosophie, c'était pour m'arrêter simplement sur ce paradoxe que recommencer, c'est toujours à la fois commencer et ne pas commencer. C'est-à-dire, c'est toujours à la fois initier une nouvelle action, mais une nouvelle action dont on sait, dont on se souvient et dont on ne cherche pas à oublier qu'elle n'est pas la première, puisqu'on cherche à en faire fond sur ce qui s'est déjà produit, éventuellement pour ne pas le reproduire. Du coup, recommencer, c'est littéralement faire une chose et son contraire, d'abord, comme on dit en français, quand on dit à nouveau, quand on dit faire à nouveau quelque chose, on entend le nouveau et on entend le pas nouveau en même temps. Donc dans une forme de paradoxe qui, pour la même raison et pour la raison que Marie vient de dire, trouble l'ordre des temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce que vous faites de nouveau doit se positionner, doit se situer vis-à-vis de ce qui a déjà eu lieu, dans une forme de relance qui est en même temps une continuation, eh bien le passé et l'avenir ne peut se produire que en jetant, l'image est absolument formidable, en jetant derrière soi une pierre qui va devenir la chose vivante qui vous porte en avant. Enfin, dans une espèce de perturbation de la chronologie où vous ne pouvez faire fond que sur ce qui a déjà eu lieu pour inventer ce qui n'a pas encore eu lieu. Voilà. Et de ce point de vue-là, pour dire un petit mot de notre présence ensemble ici, c'est à cet endroit-là sans doute que la philosophie a à voir avec la littérature, ou a une reconnaissance à l'égard de la littérature, parce que les philosophes s'imaginent toujours qu'ils sont les premiers, d'une manière ou d'une autre. Descartes dit je me défaire une fois pour toutes de mes anciennes convictions et commencer tout de nouveau. La littérature sait qu'avant le texte, il y en a d'autres.
que le texte n'existe qu'au contact, dans la fréquentation, dans l'écho ou dans la résonance d'autres textes qui viennent avant lui. Et ce savoir-là, ou cette sagesse-là, la philosophie doit ou peut essayer de la prendre un peu de la littérature pour rabattre son caquet d'abord, et puis pour en faire quelque chose aussi. Alors justement, sur la littérature, il y a eu une rencontre entre vous qui s'est faite aussi autour du livre de Marie Cosnay, paru cette année aux éditions Chênes, qui s'appelle Éléphantesque. Et là aussi, il y a ce retour vers le passé. Vous racontez comment vous avez refait mémoire d'une mémoire familiale, d'un petit cousin qui est résistant et qui est parti dans les camps et qui a essayé de revenir et qui finalement est mort avant son retour. Alors peut-être que comme on a essayé de jouer, peut-être que c'est intéressant que Mathieu lise d'abord un extrait de ce texte, qu'ensuite vous pourrez commenter et parler de cette mémoire. Merci. Donc, Éléphantesque, Marie Cosnay. À propos de l'histoire de celui que j'appelais mon cousin, même si c'est un petit cousin, né en 1925, il y avait des retouches à faire à mon récit, disait mon frère. Je ne savais rien ni de l'amour ni de la lutte, 18 ans. Je cherchais le secret et un ami dit « Foncez quand la maison est en feu, un enfant à l'étage, tu montes et c'est tout. » C'est d'une éléphantesque énergie. Et c'est quand on a l'éléphant, la force de vie tenace du géant, qu'on peut le perdre et que la perte est lourde. On a l'éléphantesque vivacité et elle tombe le plus violemment du monde. On s'allonge dans la neige. Personne n'aurait dû revenir. Personne n'aurait dû revenir parce qu'on ne revient pas. Personne ne revient. Revenir est un ahurissement, un paradoxe si grand qu'il brise la raison. Certains qui ne pouvaient pas revenir sont revenus des lieux où ceux qui tenaient les chiens étaient les chiens et voulaient que tous fussent des chiens. Certains qui n'auraient pas dû revenir sont revenus sachant ce qu'est la haine crue de l'homme pour l'homme ou du chien pour le chien. Ce que c'est de quitter le domaine de l'homme ou au contraire d'y tenir pour de bon, malgré la petite charrette ou avec la petite charrette qui porte ton corps comme un sac, nuque brisée, orbites à l'envers, sur la pile d'autres corps. Donc le petit cousin à la recherche de qui, ou plutôt à la recherche d'un jeune homme qui a 17 ans, 16 ans, au moment où il s'engage dans un maquis dans le Médoc. Mais je repars de Calion et Pyrrha et des pierres qu'on jette en arrière, parce que sur l'arrière et l'avenir, on a parlé, mais sur ce qui est drôle, c'est que ces deux personnages pensent qu'on leur demande de jeter des os d'une grand-mère. Et ça, c'est sacré, c'est tabou. Et en réalité, c'est une blague, puisque c'est une image, ces os, ce sont des pierres. Et donc ça, c'est pas sacré, c'est pas tabou, on peut bien le jeter. Et c'est parce qu'on le jette et qu'on peut bien le jeter qu'on peut mieux avancer. Enfin, c'est désacralisé, en fait. C'est pas pour parler de Neuengamme, là, c'est pas Auschwitz, mais c'est les camps. Mais voilà, mais qu'est-ce qui fait que quand on a 15 ans ou 16 ans, qu'on habite dans le Médoc, dans une famille de petits épiciers plutôt catholiques, on se retrouve dans le maquis à voler des vaches à un gars qui s'appelle Couteau, qui va nous dénoncer, et puis toute la suite s'enchaîne. Qu'est-ce qui fait que... et alors là, dans le passage que tu as lu, cette aventure de vie et de vie incroyable, elle est indissociable d'une aventure de mort, évidemment, mais elle est aussi, l'énergie est indissociable du désespoir, en fait. C'est les deux. Et je pensais, quand tu lisais le texte, à une phrase qu'on m'a dite il n'y a pas très longtemps, dans un tout autre contexte, un contexte très contemporain,
Ce sont des jeunes gens qui s'apprêtent à traverser la Méditerranée et qui disent avant de la passer, mais nous, c'est un plaisir de faire ça, c'est une aventure, on va y aller, mais bien sûr qu'on peut mourir. Mais est-ce que tu en connais, toi, une aventure de vie qui ne soit pas une aventure de mort? Ça, on m'a dit ça il y a une semaine, et on n'en connaît pas d'aventure de vie qui ne soit pas une aventure de mort. Donc je crois que c'était ça le passage. Mais est-ce que justement la recherche qu'il peut y avoir quand on cherche le recommencement, c'est justement ce que vous appelez la force de vie tenace du géant, cet éléphantesque que vous appelez l'éléphantesque, c'est-à-dire l'élan qui fait que justement on traverse la Méditerranée ou autre chose. Oui, ou tout autre élan. En fait, c'est à la recherche de cet élan-là que j'étais et que je suis, par curiosité. Mathieu. Oui. Ce qui est très, très, très impressionnant dans ce texte, pour dire un mot, ce texte de Marie, je l'ai lu dans le train, du retour d'une rencontre, comme nous sommes en train d'en mener une ici, à Bordeaux, au début de l'année. Et voilà, on avait discuté pas assez longtemps, et on s'était dit que ce serait bien de continuer à discuter. Et dans le retour, je lis le texte, et je me dis, mais c'est exactement de ça que j'essaie par ailleurs moi de parler. Donc, du coup, on s'est mis à discuter ensemble, à s'écrire. Quand on est arrivé à 350 000 signes, on s'est dit que ça allait peut-être faire un livre d'une manière ou d'une autre. Passons. Ce qui est intéressant, enfin, ce qui est très puissant dans la description de ce petit cousin, qui est un énorme cousin, hein, c'est un gros gaillard en fait, de 18 ans, qui s'engage dans la résistance, qui est déporté une première fois, qui est déporté une deuxième fois, qui en meurt. Ce qui est très impressionnant, c'est que Marie cherchait non seulement à penser l'élan d'aujourd'hui en revenant sur une histoire d'hier, mais elle essayait de comprendre comment, et on le sent bien dans le passage, comment l'élan d'y aller ne se pense pas sans effectivement le risque de ne pas s'en sortir ou l'épreuve de ne jamais en être sorti. Hein, on ne revient pas, on n'est pas revenu, des camps on n'est pas revenu. Donc ce qui est très fort dans ce récit, c'est de penser ensemble la vivacité et l'irrémédiable, voilà, ou l'irréparable, hein, d'une certaine façon. Ce matin, j'ai lu tout à l'heure que ce matin, à la radio, Julia Kristeva a cité Colette. On lui a demandé, c'est dans l'émission de France Inter le matin, vous savez, qu'est-ce qu'elle pourrait mettre comme épitaphe, et elle a dit, cette citation de Colette, je vous la livre, « Renaître n'a jamais été au-dessus de mes forces ». Wow. C'est pas mal. Pas mal, oui. C'est pas mal, mais en réalité... C'est un peu prétentieux, non? Oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est pas mal. Enfin, c'est une belle arrogance, en tout cas. C'est une belle manière de narguer la Camarde. Mais ce qui est très beau dans le récit que propose Marie, et c'est un peu cette expérience-là que moi j'ai essayé d'approcher dans le livre, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'urgence de renaître doit se colter avec le sentiment que c'est au-dessus de ses forces, que ça risque d'être presque au-dessus de ses forces. Donc cette ambiguïté-là, ou cette hésitation-là, cette hésitation vivante entre la vie et la mort me paraît pour le coup urgente à penser, et je la retrouve dans ce livre. Alors, et l'un et l'autre, il me semble que là où il peut y avoir un réservoir de force, c'est justement aussi dans le passé, enfin dans les textes du passé, dans la littérature du passé. C'est très présent dans vos deux démarches, pas seulement parce que vous êtes antiquisante et donc vous êtes habité par les textes antiques. Mathieu, vous avez aussi recours à à fouiller dans votre bibliothèque, et comme vous l'avez dit, pas seulement philosophique, peut-être beaucoup littéraire aussi. Vous parlez beaucoup de Beckett, notamment. Comment est-ce que vous placez dans ce réservoir de force la grande culture classique, disons? Ah, ça vous laisse quoi? Alors, le premier vers des Métamorphoses,
ou un des premiers vers, c'est peut-être le deuxième, je ne sais plus, mais la première phrase, c'est il dit qu'il va raconter les formes changées en nouveaux corps, et il va raconter ça ab prima origine, depuis la première origine. Et ce ab prima origine, au début, je l'ai traduit, la première origine, évidemment, hein, c'est transparent. Et puis, c'est étrange de qualifier l'origine de première, vu que l'origine, c'est déjà le début. Alors, c'était encore une histoire d'antériorité, et de toujours de l'antériorité, encore plus antérieure que et en allant chercher, alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Je suis allée chercher avec les outils informatiques qui le permettent très facilement. Est-ce qu'il y a d'autres occurrences dans la littérature latine de ab prima origine? Il y en a une chez Lucrèce, il y en a une chez Virgile, et en fait il y en a une chez Virgile quand il raconte la mort d'Eurydice. Qui retourne à prima origine, en fait. Elle retourne alors c'est dans une sorte d'origine mortelle, en fait, de non-vie. Mais c'est même pas ça que je voulais dire, c'est que quand même cette formule qui m'a étonnée, enfin, sur laquelle je me suis arrêtée, lui il l'a reprise chez Lucrèce, qui évidemment il a lu, et il l'a repris chez Virgile, avec qui il écrit aussi. Enfin, ils écrivent tous les trois ensemble, en fait. Ils s'écrivent pas. Et c'est ça, en fait. C'est la même chose. Alors le temps en plus, puisque le temps des écritures, il y a des siècles qui sont passés, mais c'était d'écrire avec tout le temps, ça s'arrête jamais. Oui, alors ça c'est la bibliothèque comme course de relais, en fait. C'est la manière dont chaque texte tend à celui qui le suit une espèce de relais qui va lui permettre de démarrer à son tour. Moi, de façon générale, quand je vais fouiner dans ma bibliothèque, c'est un peu comme dans, vous savez, dans Mission Impossible, mais pas les films, le feuilleton des années 70, quand moi j'adorais ça dans le générique, quand le type sortait les photos. Et vous saviez alors que ça allait être tel et tel personnage, et il y en avait que vous préfériez à d'autres, donc vous étiez particulièrement content quand un tel sortait et que c'était sa photo, on savait que le personnage serait présent dans l'épisode. C'est un peu un rapport du même genre que j'ai à la littérature quand même. C'est une manière d'aller chercher des personnages qui vont aider à penser, qui vont prendre en charge une question et qui vont lui impulser une certaine forme d'énergie. Moi, j'ai un peu l'habitude de dire que la littérature, elle, pour le philosophe, elle peut servir à la fois elle est entre la vie des saints et le laboratoire des hantises. Voilà. C'est-à-dire que d'un côté, la littérature offre un peu comme les vies de saints, comme la légende dorée, des personnages remarquables qui incarnent un certain élan de vie. Dans le livre, il y a Bouvard et Pécuchet, par exemple. Bouvard et Pécuchet, pour moi, c'est des saints. Ils ont une capacité à se remettre des catastrophes qui est extraordinaire. Ils sont complètement idiots. Tout ce qu'ils entreprennent échoue. Et au chapitre suivant, ils sont repartis. Enfin, c'est les premiers personnages de cartoon de l'histoire, en fait. Ils ont beau se prendre des enclumes et des pianos sur la figure, ça les empêche pas de continuer. Donc ça, c'est cette vitalité de l'idiotie est quand même extrêmement réjouissante. Ça, vous l'enviez ? Ah oui, non, c'est formidable. Il faut avoir cette capacité pécuchesque d'être ignorant de sa propre imbécilité, sinon si on fait rien d'ailleurs. Donc ça c'est formidable. Ou alors et par ailleurs et dans le même temps, parfois c'est les mêmes d'ailleurs. Chez Beckett par exemple, vous citiez Beckett. Beckett propose des personnages incroyables qui sont réduits à quelques traits, mais qui sont des traits d'action. Enfin. Malone, Molloy, c'est des personnages à la 6-4-2 qui sont extrêmement précieux. Et Beckett, en même temps, c'est quelqu'un qui, dans son écriture, expérimente un certain rapport au recommencement qui est tout à fait singulier, voilà, qui le hante.
Alors, vous citez d'ailleurs, avec tous les malentendus qu'il y a pu y avoir à propos de cette citation, la citation de Capopire, qui est ever tried, ever failed, no matter, try again, fail better. Essaie encore, échoue encore, échoue mieux. Et peut-être vous pourriez commenter cette citation, parce que vous en faites tout un développement que je trouve très intéressant, parce que on peut l'entendre aussi dans quelque chose de la pensée positive dont je parlais tout à l'heure. En préparant le livre, je me suis rendu compte qu'effectivement, échoue mieux, enfin fail better, c'est un truc que Stanislas Wawrinka s'était tatoué sur le bras pour se rappeler en tant que tennisman que c'est pas grave d'échouer et que la prochaine fois ce sera mieux. Ce qui est un contresens à peu près Bouvard et Pécuchétien sur la formule, parce que ce que cherche Beckett à travers l'échec, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, c'est un échec qui soit enfin radical. Parce que ce qui hante Beckett, c'est le fait qu'on n'en a jamais fini. Quelle que soit la déréliction dans laquelle on se trouve plongé, quelle que soit la démolition dans laquelle on est pris, il en reste toujours. Et ce reste toujours vous empêche d'une certaine façon de repartir. Enfin, je sais pas, c'est le Parti socialiste, par exemple. Prenons le Parti socialiste. Il y a quelque chose de beckettien au devenir contemporain du Parti socialiste qui, quel que soit, pardon, je suis navré, cet exemple n'était pas préparé, mais quel que soit son degré de faiblesse, au fond, il en reste toujours suffisamment pour faire deux courants qui se tapent dessus, une sorte et ainsi de suite. Et on aimerait on sent bien que repartir supposerait d'une certaine façon d'en finir avec cette parthénogénèse un peu indéfinie de... Bon, je suis navré pour les socialistes dans la salle. Mais voilà, donc ce qui est intéressant chez un auteur comme Beckett, par exemple, c'est que c'est quelqu'un qui prend en charge cette question-là, la question de la continuation. Vous savez, quand on vous dit « Oh, c'est pas grave, vous savez, la vie continue », mais c'est bien le problème, quoi. C'est bien le problème. Quand est-ce que ça s'arrête pour qu'on puisse passer à autre chose ? Et passer à autre chose, c'est extrêmement difficile. Je pense à quelque chose par rapport aux livres qui habitent les livres, enfin, et à nos bibliothèques. C'est dans ton livre, il y a des personnages, il y a des livres évidemment, mais il y a des personnages. C'est-à-dire que Russell, c'est un personnage important. Tout d'un coup, on aimerait avoir sa vie. Bertrand Russell. Voilà. Beckett, Pavese aussi, c'est un personnage dont on aimerait avoir la vie de saint que tu ferais après. Enfin, plein. Et je me dis que dans Éléphantesque, c'est un peu différent, mais il y a du mythe sans qu'on ait voulu l'y voir à tout prix. Les vaches qui sont marquées au flanc par une faucille en marteau par les résistants pour une blague aux gars qui ils les ont volés. Ça fait penser au croissant marqué sur la vache Europe après laquelle ou sur Yo plutôt, après laquelle on court les frères Cadmos, etc. Enfin, et en fait, ça n'en finit jamais, mais que cet aspect-là des choses dans les livres n'en finissent jamais, moi, ça me va. Alors, ça n'en finit jamais, néanmoins, il y a un moment où il faut quand même recommencer, justement. À quel moment on sait qu'on a fini quelque chose et qu'on recommence ? Parce que, justement, vous faites la différence entre continuer et recommencer. Il faut faire avec la continuité, avec les choses qui continuent, mais recommencer. Il y a quand même un moment de rupture de quelque chose, de cette rupture. Est-ce qu'on peut parler de ce moment de Chacun à votre façon. Alors non, je ne sais pas si ça veut bien répondre à la question, mais ça m'évoque quelque chose. C'est ce moment où on s'est parlé à Bordeaux, donc on ne sait plus si c'est en février ou en mars. Et où après, on a continué la conversation par écrit. Sans doute qu'autour des questions de recommencement, on était déprimés. On était aussi énergique ou désireux de retrouver de l'énergie, aussi plein de désirs que de déprime, en fait.
et peut-être on n'en est pas sorti, j'en sais rien, mais et la rupture, on la refuse dans ce cas-là, sur cet aspect-là des choses. On la refuse. Tenir ensemble la déprime et l'élan. Voilà. Et on tient ensemble la déprime politique et l'élan malgré tout. Pour dire la même chose un petit peu différemment, je dirais que l'un des signes du recommencement, c'est qu'on en a fini avec le désir de rupture ou le fantasme de la porte qui claque. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, le recommencement devient effectif, il se libère. Puisque cette notion de recommencement, vous voyez qu'elle est double. Elle est d'un côté du côté de la nouvelle vie, hein, la vita nova, comme disait Dante, et de l'autre, il est du côté de la répétition. Donc la même notion dit le renouveau et la répétition. On n'est pas sorti de l'auberge. Voyez. À mon sens, l'un des moments qui signe, ou l'un des signes de ce que le renouveau est effectif, c'est qu'on a un peu cessé de fantasmer la rupture, la coupure, ne serait-ce que parce que dans ce désir de coupure, s'infiltrent des formes de pouvoir, vous savez, et un certain désir d'obéir. Vous voulez dire ? Quand vous rêvez d'une coupure, vous avez quelqu'un qui arrive et qui dit « Mais ne vous inquiétez pas, avec moi, vous allez voir, tout va être différent. Il suffit de me suivre et le monde sera nouveau. » Et dans cette espèce de dramaturgie qui va séparer, comme Moïse séparerait les autres, les eaux et les autres se sépareraient des autres, l'ancien monde et le nouveau monde, ce qui est passé et ce qui est à venir, etc. Dans cette dramaturgie-là, ce qu'on sent se mettre en place, c'est en fait une certaine forme de subordination. Et donc il y a à se libérer, c'est tout bête, hein, mais il y a à se libérer de ce désir d'en finir une fois pour toutes, pour composer différemment ce dont on provient, de telle sorte d'ailleurs qu'on ne se pose plus la question. Vous savez bien, quand on est parti en voyage, il y a un moment où les questions qui sont les vôtres pendant le voyage ne sont plus celles que vous vous posiez au départ. Et vous ne savez pas quand ça s'est fait, vous ne savez pas quand ça s'est produit. Ben là, d'une certaine façon, on est vraiment reparti. On est vraiment reparti. Alors Marie, est-ce que vous pourriez nous lire justement ce passage où on comprend ce que c'est que d'être persévérant ou laborieux, dites-vous? Je mesure qu'il y a quelque chose de ridicule à rechercher le mode d'emploi des fulgurances, la feuille de route d'une politique à l'état naissant, comme il serait pâteau à Venise de demander l'horaire de la gondole. Mais l'attitude consistant à opposer au décompte des impasses présentes la possibilité toujours ouverte d'irruption que nul n'a vu venir, donne envie de s'arrêter à mi-pente sur ces moments où l'on est à la peine, à la manœuvre, s'efforçant tout à la fois de s'en remettre et de s'y remettre. Si ces quelques pages avaient une ambition, elles pourraient s'énoncer ainsi. Dire un mot pour les laborieux. C'est aussi qu'à scruter de plus près l'expérience de quiconque tâche d'essayer encore, de recommencer quoi que ce soit, sachant bien que cette fois n'est pas la première et qu'il faudra peut-être d'autres reprises, on parviendrait peut-être à en discerner les embarras et les hantises, à dresser la carte des dilemmes autour desquels s'enroulent nos tentatives réitérées et des petits morceaux d'éthique en acte que nous inventons pour les endurer ou leur survivre. Une chose est sûre, recommencer est difficile de plusieurs façons, et quiconque a jamais compté sur sa deuxième chance sait que, loin de se présenter comme une contradiction abstraite, les paradoxes de la nouvelle foi traversent nos pratiques de part en part, sitôt que nous tentons de poursuivre. Ils nous poursuivent en retour. Marie, comment ce texte vous touche-t-il ? Je pense que quand j'ai découvert le livre, j'ai pleuré. Là, à cet endroit-là, parce que je suis sûre même, parce que ça disait avec humour, l'heure des gondoles à Venise, et quelque chose de solennel,
aussi. D'important, là c'est important, on s'arrête. Ce que je n'avais pas formulé moi, mais qui me paralysait. Mathieu, vous assumez d'être laborieux? Oui. Ce passage-là, il est né d'un petit agacement, dont j'admets volontiers qu'il est injuste. Mais un petit agacement à l'égard de ce qui est devenu un tout petit peu, sinon une facilité, du moins un réflexe dans une partie de la pensée contemporaine et qui consiste à s'en remettre à l'événement à venir. Voilà. L'un des symptômes les plus connus et l'un des noms les plus connus de cette affaire, c'est ce livre qui s'appelle L'insurrection qui vient, mais qui est au fond dans son titre. Le titre parle, même quand on n'a pas lu le livre, on connaît le titre. Et on connaît le titre parce que cette idée que l'insurrection vient, c'est du Comité Invisible, oui. Et publié à la Fabrique édition. Merci de ces précisions. Mais voyez, cette idée que quelque chose va venir et que finalement on le guette, et c'est quand que ça arrive, elle règle toute une partie de notre perception politique. Et on le voit bien ces jours-ci. Et BFM, je ne suis pas sûr que les journalistes de BFM aient lu L'insurrection qui vient, mais ils guettent. C'est quand, quoi. Ce matin, c'est le bon titre de BFM dans la chambre, dans la salle de petit déjeuner de l'hôtel qui était vide. Il y avait un immense écran géant, et sur cet écran géant, il y avait BFM, et en bas, il y avait marqué Champs-Élysées, : le jour d'après. Et le jour d'après, c'est le titre d'un blockbuster américain, vous savez, qui est ce qu'on appelle, qui font partie du genre post-apo. Pour post-apocalyptique, c'est un genre de film repéré aux États-Unis. C'est une catégorie. Si vous cherchez sur Netflix post-apo, vous avez un certain nombre de livres. Et ce désir d'apocalypse, mais au sens strict du terme, il faudrait reprendre les choses un peu rigoureusement, bibliquement, disons, ce désir d'une irruption qui, d'un coup, va couper l'histoire en deux, c'est une solution dont on voit ce qu'elle a de séduisant à la question de savoir comment on en sort. Et pour autant, là, et je m'apprête à rendre hommage au Parti socialiste que j'ai un peu étrillé voici quelques minutes. Oui, on hésite. Non, ce que je veux dire, c'est que rendre hommage aux militants, et ce que j'appelle les laborieux, ce sont les militants, ceux qui sont dans une certaine forme d'insistance. C'est pour moi une façon de contrer ce réflexe-là, c'est-à-dire de dire à la philosophie, écoutez, plutôt que de gloser le messianisme, ce que la philosophie a beaucoup fait depuis quelques années, plutôt que de gloser le messianisme de manière un peu mécanique, allez donc voir les dilemmes que rencontre existentiellement, en première personne, quiconque tâche de circuler, quoi. De remonter après une défaite, de revenir très fort la saison suivante, comme disent les sportifs, voyez, de se remettre d'une blessure. Enfin, on peut multiplier les formules plus ou moins drôles ou plus ou moins tragiques, mais au fond, qu'est-ce qui se passe quand on essaie de s'y remettre et de s'en remettre? Ça, c'est des questions qui m'intéressent parce qu'elles sont davantage du côté de l'éthique que de l'apocalyptique ou du théologique. Et à mon avis, c'est aujourd'hui à ce niveau-là que la philosophie devrait tendre l'oreille. Voilà. Et du côté aussi du côté aussi du faire. Enfin, qu'est-ce que c'est que faire? Qu'est-ce que c'est que pouvoir faire? Là, on est assez proche aussi du pouvoir de la littérature, des mots, de qu'est-ce que c'est que faire en mots. Votre interrogation, elle est aussi poétique autant que politique. Qu'est-ce que c'est qu'une poétique pour du recommencement, Marie Cosnet? Question un peu large, j'en conviens.
Peut-être on pourrait, pour parler de poétique du recommencement, utiliser une figure qu'on trouve dans Ovide, comme ça c'est un peu... bon, Hippolyte, tout le monde connaît Hippolyte, le héros déchiqueté à cause de la malédiction de son père, parce que son père croit qu'il a violé Phèdre, sa belle-mère. Donc il est maudit, donc il est déchiqueté par son cheval qui l'emporte, etc. Bon, on connaît Hippolyte. Et puis dans Ovide, à la fin des longs chants des métamorphoses, quelqu'un prend la parole, qui dit « Je suis Hippolyte, j'ai été déchiqueté, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela », et raconte. Et cette parole, à la première personne, c'est plus du tout Hippolyte, il a été métamorphosé en un dieu mineur que personne ne connaît, c'est le dieu Wirbius, personne ne le connaît, je confirme. Et il est caché dans les forêts, c'est un petit dieu qui n'a pas tellement envie de faire parler de lui, et il vit pas mal après la métamorphose et après la malédiction. Alors ça, c'est un peu une poétique de... Être un petit dieu caché. Être un petit dieu caché, poétique du recommencement. Et après, tout ce qu'on a dit là jusque-là, c'est les laborieux et les militants du PS ou d'autres ou ailleurs, ils n'ont pas cessé, en fait. Ils sont toujours là. Ils n'ont pas cessé, ils n'ont pas arrêté. Ils continuent, ils s'épuisent un peu, mais ils continuent. Je crois qu'il y a quand même aussi un point qui est vraiment très frappant dans votre langue aussi, Marie Cosnet, c'est-à-dire cette manière d'écrire les histoires en reprise tout le temps, en reprenant. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve évidemment dans Éléphantesque, mais qu'on trouve aussi dans votre manière, dans un autre roman que je vous conseille tout à fait, qui s'appelle Épopée, dont on n'aura pas vraiment le temps de parler, mais qui est une manière de reprendre les codes du roman policier, justement dans cette reprise perpétuelle, comme si il y avait jamais une seule histoire possible, il y avait toujours à creuser un peu plus loin, à aller chercher la lettre qui est la lettre de votre petit cousin, qui est le document très important autour duquel est enroulé ce récit. Elle revient en permanence, vous la relisez en permanence. En fait, elle est reproduite au milieu, quasiment au milieu du livre. En fait, elle arrive au milieu du livre, mais c'est vrai qu'avant et après, elle est toujours reprise, en tout cas tentée d'être comprise, tentée d'être lue, analysée, etc. Parce que c'est une lettre où il annonce qu'il revient. Justement, on ne peut pas revenir, on entend au début du livre, mais au milieu, on a cette lettre où il annonce à ses parents qu'il revient, parce qu'il a été 2 fois rescapé du premier camp, et puis rescapé du bateau l'Athènes. Il y avait le Cap Arcona qui a été détruit, et puis l'Athènes à côté sur lequel il était. Donc, à chaque fois, il ne devrait pas revenir, et à chaque fois, il revient. Et donc, il annonce qu'il revient, et puis il meurt à l'hôtel Lutetia en revenant, en fait. Et donc, c'est la lettre, à la fois où il annonce qu'il revient, et qu'on aura beaucoup plus tard, parce qu'il n'est pas revenu. Et après, que ça tourne autour de cette lettre, là en l'occurrence, dans ce texte, oui, pourquoi ? Parce que de la même manière que lui ne peut pas revenir, on peut pas dire d'un coup. La reprise, Mathieu Pot-Bonneville. Vous avez aussi des belles pages sur la reprise. Je me suis un peu amusé avec le réseau des mots qui entourent le recommencement, que ce soit le ressac, la récidive ou la reprise dont effectivement qui est à la fois un mot de l'effort et un mot de la couture. Il y a la reprise et le reprisage. Et au fond, quand on reprise, on ne cherche pas à effacer l'accroc, parce qu'on sait que la reprise se verra, mais on tâche de le réduire ou de le hachurer d'une certaine façon, de le marquer ou de le remarquer. Et effectivement, pour ça, il faut passer plusieurs fois le fil. La trame. Il faut trouver à la fois ce qui va permettre de faire point,
Et puis ce point, il va falloir repasser dessus. Pour le formuler autrement et par rapport à ce que Marie vient d'évoquer, il y a une formule que j'aime beaucoup en français qui est trouver à redire. Trouver à redire, ça veut dire à la fois répéter et critiquer. C'est donc faire un certain usage critique de la répétition. Répéter de telle sorte que cette répétition transforme, déplace cela, plutôt que de s'y retrouver en permanence réépinglé ou réassigné, déplace ceux dont on tâche de se défaire. Donc ça, c'est très beau, se redire. Ce redire qui n'est pas un même dire. C'est quelque chose que les psychanalystes connaissent, c'est quelque chose que les poètes connaissent. Et ce qui est beau dans cette formule, c'est le trouver. Parce que ça ne se trouve pas tout seul. Trouver à redire suppose un certain travail de l'imagination. Il ne suffit pas de répéter. On peut répéter scolairement ou comme un commentateur académique sans que cela produise aucun effet critique. En fait. Donc il y a certains jeux de l'imagination, de la répétition et de la critique qui me semble l'une des beautés nécessaires de la littérature et qui me semble l'un des objets d'interrogation possible pour la philosophie. Regarder comment ça marche, avec ce côté toujours un peu entomologique des philosophes, on sait bien comment ça marche. C'est intéressant. Ce qu'on évoquait tout à l'heure autour de la métamorphose, se demander, c'est un petit peu ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, ce qui distingue une métaphore, une comparaison et une métamorphose. Qu'est-ce que c'est au juste qu'une métamorphose ? C'est que, comme du point de vue de l'être, est-ce que c'est la même chose qu'une mutation, par exemple ? Et du point de vue du langage, est-ce qu'on pourrait considérer que la métamorphose est une figure de style ? Et si oui, quelle serait-elle ? Comment on la placerait ? Ça, c'est quelque chose dont les philosophes et les écrivains peuvent parler ensemble. Alors, je crois que peut-être vous avez des choses à redire. D'ailleurs, peut-être vous allez trouver à redire. Je crois qu'il reste encore un peu de temps pour entendre vos questions, vos remarques. Qu'est-ce que vous pensez de ressusciter ? Vous l'avez entendu où, ça, ressusciter ? Ressusciter. Ah oui, parce que j'entendais ressusciter. Ah oui. C'est pas tout à fait ressusciter. Ah, c'est le même mot. Ah oui. Alors, ressusciter, ressusciter. Ressusciter, comment tu as dit tout à l'heure sur Colette ? Oui, jamais au-dessus de mes forces. Voilà, jamais au-dessus de mes forces. C'est la réponse. Même pas mal. Mais oui, mais là c'est intéressant parce que ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur la différence entre une approche théologique et une approche éthique en fait. Parce que si vous entendez ressusciter, vous êtes tout de suite dans la résurrection et c'est des questions lourdes. Il y a des philosophes aujourd'hui qui essaient de penser, quelqu'un comme Quentin Meillassoux écrit sur la résurrection des corps. Enfin on reprend cette question-là. Qu'est-ce que la métaphysique peut dire de la résurrection ? Et puis on peut interroger ce que c'est que ressusciter, donc au fond retremper quelque chose d'un désir à l'endroit même de la fatigue. Voilà. Moi je formulerais les choses ainsi. Et comment est-ce que la littérature peut aider à redonner du désir à l'endroit de la fatigue ? On peut citer un joli texte de Marie Cosnay, c'est une auteure que vous connaissez peut-être. Je voulais vous lire ce texte qui appartient donc à ce livre qui viendra, et qui est un passage écrit par Marie et qui me semble traiter de ça. Je vous le cite, parce qu'il est question de fatigue et vous verrez à la fin, pas que. Pourtant, c'est très difficile de suivre ou de courir après ce que les préfectures, les départements, les ministères concoctent. En vrac,
Extrait d'acte de naissance, jugement supplétif, carte consulaire, à toujours plus légalisé, Dublin 4 qui sera encore plus contraignant, plateforme, centre toujours plus incompréhensible et catégorisant, PADA, CAO, CADA, CECS, PRADA, CHUM. On court quand même. Avec petite satisfaction de gagner, ce qui extrait de l'aberration un cas, un autre, on gagne du temps, on dirait les pommes d'or que lance l'amoureux pour qu'Atalante retarde sa course. L'amoureux joue gros, il sera tué s'il perd. Il gagne, par les pommes d'or qui sont nos jurisprudences, nos gains, nos avances. Il joue gros, c'est-à-dire qu'il joue tragique. La course est incessante, elle essouffle. Ces listes mail, on y pose des questions, partage les expériences, des juristes répondent, c'est toujours urgent, des juristes de métier ou des juristes amateurs formés sur le tas, juristes en mineur ou en Dublin, chaque fois des problèmes insolubles en droit, on trouve des échappées, on les cherche désespérément, tu ne peux pas demander l'asile car tu as tes empreintes en Italie, selon le règlement tu passes 6 mois sans être refoulé en Italie et tu pourras demander l'asile en France, pour ça il faut te signaler, tu recevras des convocations à la préfecture. Je coupe un peu. On voit bien que c'est venu, qu'on s'essouffle. Une course de vitesse. On dirait un roman policier avec Walt Longmire, shérif. Dans le brouillard du Wyoming, la glace, les degrés au-dessous de zéro, une balle dans le flanc, il monte sur les sommets malgré tout pour sauver quelqu'un ou empêcher quelqu'un de tuer quelqu'un. À la fin, il voit surgir un cheval au féminin. Elle est sauvage, mais lui, il peut la monter. Ou un Indien qui s'appelle Virgil. C'est pas une blague. C'est génial. Il a des visions. C'est Dante, notre shérif. Et on visite les enfers du Wyoming ou du Dakota du Sud. L'impossible possible, la course essoufflée. Alors, je trouve que ce texte qui, vous voyez, rattrape un peu par les cheveux les différentes choses dont on a parlé, c'est-à-dire le labeur des militants et le souffle ou le second souffle que la littérature vient apporter, enfin, que ce soit l'Atalante ou que ce soit le shérif, la façon dont la fatigue du militant peut trouver à se retremper dans une certaine énergie ou dans un certain ressouvenir de la littérature, ben c'est ça, ressusciter. Monsieur. Oui, je considère que les élites aujourd'hui politiques se nourrissent de mots. Et tout à l'heure, je reprenais une de vos formules. Moi, mon souci aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi ils se cantonnent à des mots et que justement, eux n'entrent pas dans l'action, dans l'acte, dans le labeur dont vous parlez. Et pourquoi cette crispation et pourquoi on n'arrive pas à raccommoder une destinée nationale à une destinée individuelle ? Enfin, c'est une très vaste question. Ouais. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? En tout cas, sur l'usage des mots et sur voilà, est-ce que la politique c'est seulement les mots ou est-ce que les mots sont au contraire ce qu'il faudrait rénover dans la politique, paradoxalement? Est-ce que c'est une question à laquelle vous pouvez dire quelque chose, sur laquelle vous pouvez dire quelque chose? Non, mais sur la deuxième question, sur pourquoi on n'y arrive pas, on ne peut pas répondre parce qu'on n'en sait rien hein, et qu'on est dedans, vous et nous et tout le monde. Mais sur les mots... Je suis quand même un peu déçu, Marie, parce que je pensais que tu pourrais nous aider un peu plus. Je préfère ne pas insister. Là où je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que, d'une part, je pense que alors j'ai scandé en d'autres temps moins de paroles des actes. Hein. Je me souviens avoir crié ça dans la rue de manière assez rythmée. Mais d'une part, il n'y a pas d'acte qui ne s'entoure de paroles. Au fond, le choix des mots, la façon de privilégier certains mots vis-à-vis d'autres me paraît assez déterminant. De ce point de vue-là, il y a un travail à faire sur le langage. Il y a une inanité ou une vacuité du langage, c'est clair, mais ce langage-là, en même temps, il pèse, quoi. Il peut peser dans un sens ou il peut peser dans un autre. D'autre part, les politiques font plein de choses en matière de
en matière de traitement des questions d'immigration et d'accueil, ils agissent énormément. Le nombre d'obstacles, de complications, de chicanes, l'ingéniosité administrative mise en œuvre dans ce domaine est considérable. Donc, par rapport à... Vous voyez, là où je déplacerai un petit peu l'opposition que vous formulez, que des mots et pas des actes, moi je dirais d'une part, faisons attention aux mots qui sont employés et voilà, et soyons sérieux avec le langage, peut-être plus sérieux que ce n'est le cas trop souvent. Et d'autre part, regardons un petit peu ce qui se passe. Parce que des actes, il y en a, et c'est pas forcément ce qu'on souhaiterait. Et puis il y a les silences qui sont quelquefois plus violents que les mots. C'est lorsque l'Aquarius demande un port ou accosté et qu'on attend la réponse 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ce silence de 4 jours, il dit énormément de choses. Il dit, alors après Malte dit c'est ok, mais je sais pas, je dis 4, c'est peut-être 3, mais enfin bon, c'est un silence incroyablement long qui permet de penser que c'est possible de ne pas accueillir, en fait, que c'est possible de laisser se noyer, que c'est possible de laisser des gens ne pas accoster sur une terre. Le silence, là, il est pire que les vagues qui étaient utilisées avant. Bon, alors... Et le courage dans tout ça, qu'est-ce que c'est ? Courage. Justement, c'est quand on s'est dit fatigué, on se dit fatigué, on l'est tous, mais en fait, c'est continué. Vous le dites, page 10, je ne sais pas si c'est la page que vous cherchez. Oui, je crois que c'est... On fournit une idée, un assemblage d'idées, on a la révolte, le courage, le désir de révolte ou le désir de courage, le goût de l'aventure, tout ça à la fois. Pardon. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais il va vous la relire beaucoup mieux. Je vais vous le relire avec un micro, c'est bien. On poursuit une idée, un assemblage d'idées, on a la révolte, le courage, le désir de révolte ou le désir de courage, le goût de l'aventure, tout ça à la fois. Mon vieux Jean, fais ton possible pour ne pas partir, car tu apprécierais alors ce qu'ils sont, ces messieurs, écrivait Marc Barthélemy Bourguedieu en février 1944 à son cousin Jean Gardère, mon oncle. Je vous propose qu'on s'arrête sur ces